Et tu voulais faire quoi du coup? Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas. On prend le direct. Et c'est presque pas prévu. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue en direct du camping Le Petit Monde à Quézac pour cette impromptu de Bartas en partenariat avec nos chers amis de Télédrail. Le festival Enemy BD, c'est le 3 et 4 juillet à Saint-Émilion, bien sûr. On vous propose à cette occasion un super plateau. Philippe, bonjour. Bonjour à tous. Tu es le président d'Enemy BD, merci d'être avec nous. Juliette, bonjour. Bonjour. Alors toi tu seras pas au festival cette année, mais quand même Juliette et Jacques voyagent avec un âne dans les Cévennes, trop de la balle, ça va être super, on va en parler. Et puis tu nous as ramené des planches d'un projet qui est en cours. En cours, au long cours, oui. On va en parler. Et Val, bonjour. Bonjour. Toi t'as fait 2-3 trucs cette année. notamment elle est arrivée samedi je crois. Oui, ma dernière création. Ouais. Merci d'être avec nous, vraiment. Voilà, moi, j'ai envie de te dire merci vraiment beaucoup. Les nuits doivent être courtes, mais bon, c'est comme ça. Allez, on a 2-3 thèmes pour toi, te permettre de dessiner. Juliette, si l'inspiration te vient, sait-on jamais. Philippe, pareil, hein, voilà. En tout cas, on parle du festival Enemy BD. Vous êtes en direct sur Bartas, en léger différé sur Télédrail. Allez, un petit quiz pour commencer, évidemment, ce spécial BD. Alors, vous m'avez dit, ouais, on n'est pas trop culture BD, j'avoue. Donc, qui suis-je? Je suis né le 7 octobre 51. Mon œuvre se situe en partie dans la science-fiction et aborde les thèmes du temps ou de la mémoire. Je suis né en République fédératrice socialiste de Yougoslavie. En 71, je gagne un concours de bande dessinée organisé par le journal Pilote. Je suis auteur de la trilogie Nicopole, de la tétralogie du monstre. J'aurais peut-être pas dû me mettre au cinéma. Je fais du... voilà, je m'appelle Enki. Comment moi, Mon prénom c'est Enki. Bilal. Bilal. Alors ça, on n'est pas dans la BD belge. Hein. Qui Bilal? Non, mais il aurait pu. C'est vrai. Oui. Et il a réalisé quelques films, je l'avais vu à Bruxelles d'ailleurs. Il était venu présenter ses films sur Bruxelles. Et t'aimes bien ces films? Pas tous. Ouais, parce que... Non, à part Immortel, pour être sincère. Par contre, j'adore son travail, effectivement, mais alors, ses films... Est-ce que toi, t'as déjà rencontré des auteurs, Philippe, qui ont un peu cette fibre Enki Bilal? Ou alors, est-ce qu'il est unique, lui? Oh, à mon avis, il est unique, de toute façon, ne serait-ce que par son parcours, comme tu disais. Hein. Le fait qu'il ait fait du va-et-vient entre le film et la BD, ça doit être des arts qui sont très proches au niveau du regard. En attendant, c'est rare les gens qui savent faire ce va-et-vient, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est quelqu'un de particulier. Et puis, quand on disait il n'est pas belge, moi je suis pas d'accord. Hein. Il est dans la filière franco-belge. Hein. C'est-à-dire que quelque part, il a un trait, il est en ligne claire. Hein. Son dessin est assez au trait. Après, bon, il y a sa personnalité, son imagination, sa provocation. Il y a lui, quoi. C'est tout. Juliette, Bilal ou pas Bilal? Bilal, mais je pense qu'il suit la trace de Möbius aussi avant. Oui, il y avait Möbius, Möbius, bien sûr. c'est dans la continuité. Allez, un autre. Celui-là, un peu plus simple quand même. Bon, je suis mort le 4 décembre 2016 en laissant le monde de l'humour de la bande dessinée orphelin. Je suis le fondateur... Uderzo raté. Je suis le fondateur de deux des plus grands magazines de bande dessinée, L'Écho des Savanes et Fruits Glacial. Je suis le papa de Guéluron, des Dalgo de Gottlieb. Un grand Gottlieb. Si on parle de bande dessinée, on ne peut pas ne pas parler de Gottlieb. Très grand, ouais. C'est pas le plus grand, mais très grand. Ouais. En taille En taille, certainement pas, non. Non, mais c'est un très plus grand. grand. Pour moi, c'est très personnel. Là, pour le coup, c'est très subjectif. Non, moi, j'adore Gottlieb. Je suis un fan. Moi, c'est Razer. Voilà. Ah. Et qui, lui, pour le coup, était aussi dans la presse. Oui, dans la même. Ouais. Philippe Gottlieb. C'est incontournable. De toute façon, on n'a pas le choix. Ça fait partie de ce qu'on a vu, ce qu'on a apprécié. Après, c'est un style de BD, enfin, c'est un style de dessin qui témoigne d'un engagement, hein, d'une façon un peu militante de traiter le trait. Moi, j'aime, mais je suis pas fan, quoi. Voilà. Là, pour le coup, c'est un personnage. Je suis né sous la plume de mon dessinateur en 59. J'ai été façonné par mon auteur indissociable du dessinateur. J'apparais dès les premières pages de la série, mais n'accompagne pas le héros dans le premier album.
Je le suivrai pourtant dans tous les autres. Ma forte corpulence fait l'objet d'un déni. Je déclare... Obélix. c'est Obélix. Que je suis pas maigrichon, juste un peu enveloppé, voilà tout. Et il adore les Romains et les sangliers. Uderzo, tu t'en parlais tout à l'heure dans les dessinateurs, c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait tous les deux, Uderzo et Goscinny. Ah oui, oui, mais c'est fabuleux, franchement. C'était des dessinateurs, enfin, c'est un dessinateur de génie, très sincèrement. Et la reprise ici par Conrad, si je dis pas de bêtises, est aussi bonne et c'est vraiment dans cet esprit-là. Et même au niveau, par exemple, des caricatures, parce que dans les premiers Astérix, il n'y avait pas toujours un personnage qui était caricaturé, un personnage connu. Hein, il y a eu... Je perds mes mots, excusez-moi. J'atterris là depuis une semaine, hein, mais Sean Connery qui a été caricaturé en personnage dans l'Odyssée d'Astérix et autres. Et c'était vraiment fabuleux, non, vraiment. En termes de dessin et de scénario, en plus. Des copains qui se marrent, Philippe, toi qui es président du festival. Honnêtement, la bande dessinée, c'est un peu ça? Oui, c'est d'abord ça. Parce que sinon, si c'est pas pour aller sur ce terrain-là, quoi, ça sert, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'écoute Val parler du Derzo, et que nous on se déplace souvent dans les classes avec les gamins, aujourd'hui Astérix et Obélix, c'est plus qu'un classique, quoi. Alors que moi je suis bien d'accord avec Val, c'est extraordinairement novateur, quoi. Parce que quand ça apparaît, ça prend des risques, ça va sur un terrain glissant, ça l'assume parfaitement, dans la durée y compris. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est considéré comme un classique, mais ça peut durer, hein. Ça peut durer largement. Hein. Juliette, Astérix et Obélix. Bah oui, j'adore. Ouais. L'enfance Ouais, aussi bien pour toi sûr. ou, L'enfance, ouais. J'en lis plus tellement, mais peut-être qu'il faudrait que je m'y remette à la retraite. Laquelle? Ouais, c'est ça, laquelle? Est-ce que le travail de dessinateur, Il dessinatrice, n'y a ça pas de retraite. c'est sûr. La dernière, alors celle-là, elle me faisait rire, elle est peut-être un peu plus compliquée. Ça se passe enfin, le début de l'histoire se passe dans le village de Ravejol. Ça me faisait marrer parce qu'on aurait pu penser Marvejol. C'est à Ravejol que commencent nos aventures. Mon héros principal s'appelle Régis, mais on ne m'appellera jamais comme ça. On est victime d'une météorite, on a dû fuir et nous mettre à l'abri dans un endroit idyllique qu'on appelle Eslapion. Cédille, Dimanche, la paille et la poutre sont nos personnages récurrents. Nous ne serons plus jamais grands. Notre auteur s'appelle Céron, Les petits hommes. les petits hommes. Ah. Absolument extraordinaire. Moins connu, vous connaissez. Ah, les petits hommes, c'est connu pourtant. Ouais. Oui. Et Régis, ça me faisait marrer parce qu'on l'appellera jamais comme ça. Il s'appelle Renaud. C'est juste. Sur tout l'album, et il n'y a que dans un album où on appellera Renaud Régis, et c'est l'album où on rencontre sa maman pour la première fois. Voilà, c'était un petit quiz pour se mettre en bouche. Écoute, il a fini sa vie dans les Cévennes. Ça. C'est déjà pas mal. C'est C'est pas rien quand même, hein, comme quoi. pas rien. Alors, avant de parler du festival, Val, je te propose le premier thème, quoique tu es déjà parti pour dessiner. Ah bah écoute, oui. Mais voilà, tes feutres à tes crayons, je te propose ta vision du festival Animé BD et de son président, bien sûr. Philippe. Amuse-toi bien, on se retrouve tout à l'heure. Philippe, pendant que Val s'éclate, on va parler du festival. L'année dernière, c'était un carton plein. Bah, l'an dernier, c'était d'abord une belle aventure. Parce que il n'y a pas grand monde qui y a cru. Nous, on y a cru dès le départ. On se dit non, on va pas laisser passer une année, c'est pas possible. Et bon, ça n'a pas toujours été simple pour convaincre, notamment à l'étage un peu administratif. Mais c'était après un très beau rendez-vous. Parce qu'on était d'abord les premiers en France à retenter quelque chose. Et parce qu'en plus, on le disait tout à l'heure entre nous, on avait décalé, par la force de l'obligation administrative, on avait décalé le premier week-end de juillet. Et ça a été une très belle opportunité qui nous a permis de rencontrer en fait un public qui ne pouvait pas venir vers nous parce qu'on était un peu loin de lui. Des gens de Belgique, de Suisse, de Lorraine, de Bretagne ou d'ailleurs, qui ont fait du festival leur point de jonction avec leur moment de vacances. Et donc un temps plus long finalement dans les Gorges ou l'Écosse ou voire les Cévennes. Et pour nous c'était vraiment très appréciable. Du coup on est reparti sur le premier week-end de juillet cette année en 2021.
Et ouais, et la BD cartonne, est-ce que tu penses que c'est un peu pour sortir du marasme ambiant, que la BD est là et que ça cartonne partout en fait? Ouais, moi je pense que c'est plutôt. Enfin, j'aurais une réponse plus complexe. À mon avis, c'est au carrefour de plusieurs choses. La BD, c'est d'abord ce que je raconte parfois comme anecdote, c'est d'abord du dessin qui permet de comprendre du texte, ou du texte qui est largement accompagné par du dessin. Et donc, ça, c'est facilitant pour du lecteur, quel qu'il soit. Ça, c'est important, et notamment, on le voit bien chez les gamins. Après, la BD, c'est un genre aussi court. C'est-à-dire que quelque part, on se pose dans un coin et. Allez, en demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on a fait le tour d'une histoire, donc ça c'est sympa. Et puis la BD, c'est aussi un moyen d'aller vers des sujets qui sont pas toujours faciles à traiter ou à lire autrement, parce qu'aujourd'hui la BD elle s'est ouverte à plein de sujets, des sujets sociétaux, des documentaires, des témoignages, de l'émotion, etc. Et donc c'est un lieu de rencontre pour plein de gens. Quand on dit BD, les yeux brillent, pour pratiquement tout le monde. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a une belle image dans la tête de chacun, quoi. Ça fonctionne. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que le roman graphique, est-ce que c'est de la BD? Alors, grand débat. Olivier Burlion, là, qui a signé l'affiche de 2021, là, avec ses petits sous-potards, est très opposé au terme roman graphique. Parce qu'il dit que de toute façon, le graphique, il y est. Quelle que soit la BD, et la BD, c'est de toute façon une histoire. Donc on peut se dire que roman graphique, c'est un pléonasme. Voilà. Mais c'est plutôt une appellation d'éditeur qui a permis de positionner un produit sur le marché en ouvrant une nouvelle piste. Et c'est vrai que, par contre, la piste en question a un mérite, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'elle ouvre la piste du sociétal, du débat, du sujet fouillé, du sujet sur lequel on prend des risques, on est capable de s'engager. Alors que dans la BD, on était souvent plutôt sur une histoire un peu légère ou un peu facile. Le roman graphique a plus formellement donné la possibilité de s'engager. Voilà. Et aussi à un auteur de pouvoir dessiner sa propre œuvre, parce que souvent c'est un auteur qui fait dessin et texte. Tout à fait. Voilà. Et on retrouve, on en parlait tout à l'heure justement Juliette, il y a une revue, la revue dessinée, dont on évoquait l'existence tout à l'heure, qui a ouvert largement cette piste-là en permettant à des auteurs soit de s'exprimer spontanément par le dessin, soit d'utiliser le genre BD qui est un genre plus classique et plus accessible, comme je disais, soit tout simplement d'avoir des apports complémentaires par des textes, des témoignages, des photos qui font qu'un sujet peut être mosaïque. Et ça c'est intéressant parce que la BD aujourd'hui par sa typologie ouvre bien un regard mosaïque sur les choses. Alors tu l'as abordé, cette année c'est la 14e édition. La présidence du festival et la réalisation de l'affiche, encore une fois très réussie, reviennent à Olivier Berlion. Comment s'est passée la rencontre avec lui? Et pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est-il? C'est un grand timide. D'abord. Peut-être que la BD c'est peut-être un monde de grands timides. Hein. C'est assez exact, parce qu'en fait la BD c'est un monde où on se rencontre souvent avec son bout de papier dans un espace un peu intime, je dis ça là sous le regard des deux qui décident, et finalement les festivals sont une occasion de sortir de sa boîte, de sortir de son monde, de son univers, et peut-être effectivement d'éviter cette timidité ambiante. Pour Olivier, c'est Jean-Charles Crahen qui l'a invité l'embrasser en nous disant Olivier c'est un petit peu bien, il est pas loin, il faut qu'il vienne chez vous. Et donc il est venu, on n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, souvent par le regard, parce qu'il était très occupé à dédicacer. Et en peu de temps, quand on s'est quitté le dimanche soir, on s'est dit, de toute façon on va se rappeler, parce qu'il y a une affiche à faire l'année prochaine, ça pourrait être bien si c'était toi. Et on n'a pas eu besoin d'en reparler 3 fois. Olivier c'est quelqu'un qui s'engage très vite, et qui quelque part tient ses engagements. Donc ça c'est pour nous, ça a été très agréable, d'autant plus que, il le disait récemment, il faisait une formation, on avait des bibliothécaires, il est venu en Lozère. Il disait, moi je suis pas affichiste. Il y a une différence entre une couverture de BD, une affiche et une case. Même une case principale quand on est en début de BD. Et il a fait un effort conséquent pour arriver à s'adapter à ce style-là. Et sincèrement, on la remercie. Oui, c'est sûr. Même entre illustrateur, affichiste, dessinateur de BD, Juliette, c'est vraiment complètement différent en fait. C'est pas le même boulot. Oui, ça se connecte par... ça se connecte quand même. Enfin, moi, je suis illustratrice plutôt. J'ai été amenée à faire de la BD parce que on me l'a demandé.
En fait, j'ai passé beaucoup de temps à illustrer des livres scolaires pour les enfants et pour l'Afrique. Beaucoup de livres qui partaient en Afrique. Et puis forcément, on essaie d'être lisible, on essaie d'être synthétique dans l'image, et ça donne un style BD, forcément. On arrive à ce style. En tout cas, ce qu'il y a de dingue, Philippe, moi, pour le fait, ça fait quoi, 3 ou 4 ans, je sais plus, que je couvre le festival. L'affiche, il y a une identité, elle est réussie à chaque fois, mais pourtant, c'est pas les mêmes dessinateurs qui les font. Quand c'est possible. C'est simple, hein, on échange d'abord, ça passe d'abord par de l'échange. Celui qui fait l'affiche, pour nous, c'est quelqu'un qu'on a rencontré. Déjà, ça compte. On a passé du temps ensemble, on a apprécié de vivre des choses, il a apprécié d'être avec nous, il a donc envie, quelque part, de nous faire ce cadeau. Parce que c'est un boulot, une affiche, hein, ça paraît pas, mais c'est pas simple. Et donc, déjà, ça part de cette démarche de partage. Et ce partage, après, il est aussi conditionné par un certain nombre de contraintes que nous on pose et que l'auteur attend, en plus. Il a besoin de contraintes, parce que c'est compliqué de se poser dans un sujet. Et donc les contraintes, elles sont simples pour nous. Il y en a 3. La première, c'est il faut que ça parle de chez nous. Voilà. Un paysage, un lieu, un événement éventuellement, mais quelque part qui fait que quand on le regarde, on se dit « Ah ouais, ça c'est bien Saint-Élimie sûrement. » Voilà. On n'a pas besoin d'écrire Saint-Élimie en très gros, on le voit. La deuxième contrainte, c'est que ça parle de l'auteur. Ça, on y tienne. Parce que c'est son affiche et on veut que tout de suite, on puisse reconnaître que c'est lui. Donc l'idée, c'est très souvent de lui suggérer d'utiliser un de ses personnages, ou plusieurs, là c'est le cas des soupetards, hein, les 3 petits garçons, les 3 petits enfants qui sont présents, et donc utiliser un de ces personnages pour le mettre en scène dans notre contexte. Voilà. Puis la troisième condition après, c'est une mise en page qui permette de placer des textes et des logos, parce qu'on a cette contrainte dans une affiche, il faut des espaces disponibles, et donc les auteurs s'y adaptent assez facilement, puisque le ciel est souvent là pour jouer ce rôle-là, mais ça fait partie donc de ce qui guide un peu ensuite le travail de chacun. Val, faire l'affiche du festival. Ouais. Avec 3 petits points entre Festi et Val. Oh, c'est fin, bon, enfin, fallait que je la place à un moment, voilà. Ça te bosserait, ça? Tu serais motivé de faire ça, ou alors c'est pas ton truc? Mais il y en a une qui est déjà prête. Oh. Ouais. Il y en a même deux qui sont voilà, prêtes. Tu déconnes, c'est-à-dire que 2022 c'est vrai, ça y est. Ah, je ne sais pas si ça va être utilisé en 2022, non, mais en tout cas, ils ont déjà ce qu'il faut. On a travaillé avec Val sur 3 registres, en fait. Hein. Une qu'on a utilisée récemment sur les 48 heures de la BD au mois de juin, qui avait un esprit très BD, puisque c'était avec des cases qui étaient un peu détournées parfois, mais ça parlait bien en termes de 48 heures, donc c'était bien pour un public peu initié à la BD. C'est pour ça qu'on l'a utilisé à cet effet. Après, il y en a une deuxième qui va être utilisée cet été, dans le cadre d'un dispositif qu'on anime, c'est la bibliothèque hors les murs. On sort les bouquins de leurs murs et on va les mettre au bord de l'eau. Et on permet à ce moment-là de la rencontre du livre avec des ateliers, des animations, des moments un peu plus cool. Et donc Val nous a commis une superbe affiche là-dessus qui en fait évoque un des sites du secteur qui est Saint-Chély-du-Tarn. Voilà. Puis la troisième, j'en parle pas parce qu'effectivement, on l'a gardée au frais, elle est dans le coffre et on sait qu'on va s'en servir. Mais on n'a pas encore décidé quand. Voilà. Qui a dit qu'être artiste c'était pas un métier? J'ai l'impression que t'es sur tous les fronts. Ouais, mais enfin, je suis un stacanoviste, moi, donc forcément. J'ai besoin. Philippe, l'année dernière, bien sûr, vous avez dû vous adapter et vous l'avez admirablement fait, vraiment. Cette année, vous remettez un peu le même dispositif en place. Voilà. Effectivement, on tient compte de ce qui a marché, hein, c'est un vieux principe, surtout qu'on avait beaucoup évolué l'an passé. Donc là, on était confinés dans une seule salle, parce que les auteurs nous disaient, nous on veut être ensemble. C'est un genre un peu grégaire, l'illustrateur de BD, qui a besoin de se parler, parce que comme il est un peu isolé le reste du temps. Et donc on avait cédé à ce confinement là entre eux, mais c'était devenu pénible parce que la salle était chaude, parce qu'elle était bruyante, parce que les gens n'avaient pas trop de place pour circuler. Et donc l'année dernière, on a pris un grand coup aux fesses. On n'a pas eu le choix, il a fallu modifier. Et en fait, c'était une belle respiration qu'on va réutiliser. On a donc éclaté en 3 lieux, et cette année 4 lieux. On va encore au-delà. Sauf que, comme je disais à Juliette tout à l'heure, pour éviter la dispersion qui n'est pas toujours facile pour le public, on a créé un personnage, on a fait créer un personnage en Jean-Marc Stanler, un de nos habitués, qui a créé Toupinas.
Alors Toupina, c'est une histoire entre nous, une histoire un soir de beuverie partagée, où on évoquait un petit personnage qui nous parlait à chacun, ou du moins chacun parlait de l'autre indirectement. Et donc Toupina, c'est maintenant sous forme graphique. Il dirige les gens, il leur indique les lieux, il leur indique comment circuler, et surtout il a des pattes, qui sont collées au sol et qui sont parfois vertes quand on peut circuler, parfois rouges quand il est bon de savoir s'arrêter. Et ce guidage va permettre aux gens de circuler d'un espace à l'autre, 4 espaces qui sont constitutifs de l'ensemble de ce qu'on appelle l'espace Bure, la Saint-Délémy, qui est magique, hein, qui va de la source jusqu'à la route, et qui en plus est constitué de plusieurs salles que la mairie nous met très généreusement à disposition depuis plusieurs années. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable, c'est vrai. Plus d'espace, plus de respiration. Enfin, c'est un avis très personnel que je ne donne jamais normalement, mais là je l'ai fait. Ouais. Voilà. Alors, il y aura des nouveautés cette année. Et oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a moins d'auteurs nouveaux que de nouveautés. Parce qu'en fait, 2019-2020, ça a été 2 années un peu difficiles pour tout le monde. Et donc, du coup, il y a des auteurs qui avaient pas mal de nouveautés sous le coude, qui n'étaient pas sortis. Et donc 2021, c'est le moment pour chacun de pouvoir enfin admirer ses œuvres. Les éditeurs ont joué le jeu, les imprimeurs y sont allés, et donc on retrouve un panel d'auteurs familiers, pour la moitié au moins d'entre eux chez nous, mais par contre avec plein de nouveautés. Donc pour les habitués du festival, ne soyez pas déçus. Vous voyez les mêmes noms, mais vous ne verrez pas les mêmes BD. C'est le moment de venir. Est-ce que Val vient avec ses 14 projets en cours? Ah, il en a déjà 3 d'édités, c'est pas mal. Tu m'étonnes. Alors, bah, justement, il y aura des surprises aussi, mais le problème c'est qu'on peut pas les dire. Si, on va en dire quelques-unes. On va en dire quelques-unes. J'adore le fait que ce soit plus des surprises, mais bon, bah, après tout. Non, mais juste un peu, quoi. Déjà, il y a Gilles Mésomo, qui était l'an dernier l'auteur de l'affiche, qui revient et qui a fini sa collection sur le Maître des Îles, qui est superbe, qui est une façon de voir un peu l'outre-mer avec ce qu'était sa réalité sociale, mais dans un traitement graphique très soigné. Donc je fais un clin d'œil à Juliette, puisqu'elle est sur un projet un peu outre-mer, hein, si j'ai bien compris. Oui. Elle voyage avec Stevenson, mais elle en parlera mieux tout à l'heure. Ouais. Après, on a effectivement aussi Jean-Charles Crène qui continue, lui, sa série, avec Gilles Saint-André, bien sûr, et puis d'autres séries plus emblématiques qui l'accompagnent. Berlion, qui vient de pouvoir éditer Agatha, son tome 2. Qui c'est qu'on a? Alors je lis un peu mes notes parce que des fois après j'en oublie et je me fais engueuler. J'allais en parler après, hein, mais, voilà, mais bon. vas-y. Y a pas Stanler donc, qui est un habitué maintenant du festival, puisque c'est lui qui a commis la mascotte Toupinas, et qui arrive avec Fabien M. Fabien M, c'est une belle aventure pour Jean-Marc Stanler, parce que c'est un projet qui était en sommeil depuis une dizaine d'années. Il y avait eu les 5 premiers tomes, et Jean-Marc a osé commettre le 6e. Alors que les 5 premiers, il les avait commis avec son frère, avec Eric. C'est un travail vraiment de famille. Et là, il a pris le risque de partir tout seul avec un scénariste qu'il aime bien, qui s'appelle Philippe Zitka. Voilà. Alors, je pense que je te pose la question tous les ans. Je suis désolé, je vais la reposer. C'est pas grave. J'ai compris, il y aura une vingtaine d'auteurs, d'autrices. On dit auteur, autrice. Comment on dit? Autrice, auteur, illustrateur, ouais. Voilà. On l'écrit auteureux ou alors on dit autrice pour. Et évidemment, encore une fois, primeur aux hommes, très peu de femmes. Pas tant que ça, on est à un tiers pratiquement de femmes. Ça avance, ça avance. Tout doux. Lentement mais sûrement. Et puis si je jouais au clin d'œil, je dirais qu'on sera presque à 2 tiers de femmes, parce qu'en fait les auteurs sont de plus en plus accompagnés quand ils viennent à Saint-Élémy. C'est un moment un peu de plaisir, c'est un moment charnière entre le printemps et puis l'été, donc c'est un moment de vacances, et de plus en plus ils nous demandent de venir avec leurs compagnes quand ils en ont. Donc voilà, mais par contre en termes d'auteurs ou d'autrices, donc d'illustratrices, il y a un bon tiers d'illustratrices. Il y en a une notamment que vous connaissez sûrement, hein, qui est une Belge, elle aussi, mais rockeuse, qui maintenant fait de la bouffe à un truck, et qui a produit quelque chose de très très original, qui a mis chemin entre le roman photo, comme on le découvrait il y a 30 ans de ça, la BD et le manga. Elle s'appelle Laurette de Brichy. Elle crée ses personnages en 3D, en imprimante 3D. Elle fabrique ensuite des décors à la taille de ses personnages, à échelle, on va dire, un 5e, un 10e d'une maison réelle. Et ensuite, elle photographie ça et elle le traite de façon graphique ensuite.
C'est un travail remarquable, un travail conséquent, colossal même. Elle vient de sortir son tome 2. Ça parle d'une équipe de filles qui en fait font de la musique au Japon. Elle est très japonisante hein, dans son univers. Félicia. Et donc elle sera avec à la fois son tome 2 au festival, mais en plus avec ses personnages et ses décors. Donc on va pouvoir voir un peu sa technique de travail, qui une fois encore, nous a beaucoup surpris. C'est très original. Voilà, donc c'est une fille, hein, elle est là. Et puis à l'autre échelle, j'allais dire à l'autre bout de la chaîne de la création, il y a quelqu'un qui est dans le style Heroic Fantasy très très léché, qui s'appelle Florence Magnien, qui fait un travail extraordinaire de précision, de qualité créatrice, et qui est avec nous en plus sur un parcours un peu particulier, qui va durer 3 ans. Un parcours avec la DRAC et la mairie de Saint-Élémy, sur l'illustration du manuscrit médiéval de la vie d'Enemy. Oui. Ouais, un manuscrit original, il n'y en a qu'un seul, qui a été conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui date du XIIIe siècle, et qui a été écrit en 2000 vers, sauf que il n'y a pas eu les sous, sûrement, il y a eu quelque chose, un sponsoring qui s'est arrêté à l'époque, et il n'y avait pas d'illustration. Et donc là, on a tenté le pari avec Florence d'aller sur l'illustration de ce manuscrit, mais de façon contemporaine. Ouais. Mais ça t'aurait parlé, ça, non? Oui, tout à fait. Toi qui as bossé sur Stevenson. Oui, mais alors, moi j'essaie de pas dériver trop parce que effectivement il y a tellement de choses et déjà quand on essaie de mener un sujet, il faut s'y tenir parce que sinon il y a beaucoup de gens aussi qui voudraient qu'ils illustrent leur bouquin, tout ça. Alors donc il faut se calmer là. On fait comme Val, on y passe les nuits. Quoi. Non, on s'organise. Bon Val, du coup tes dessins. Ah, tu les veux. Alors nous, on est en radio, du coup, tiens, t'en donnes un, garde-en un. Moi j'en prends un. Hop, garde-en un. Ouais, super. Alors. Ça c'est l'esprit du festival. Ça, c'est l'esprit du festival. On voit un mec en canoë qui est. Voilà, ça, c'est l'esprit du festival. Je pense pas que Philippe va me contredire. Donc, Pas de dédicace, j'ai canoë. Pas de problème. C'est tout à fait l'esprit du festival. Alors, il a tout à fait raison en disant ça parce qu'en fait, on a fait ce pari dès le départ. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre marque. C'est qu'au lieu d'emmerder les auteurs à venir dans une pièce enfermée et à gratter du papier, uniquement du papier, on prend d'abord du plaisir avec eux. On va d'abord sur la rivière. On va d'abord boire quelques canons, manger au bord de l'eau, et puis seulement le lendemain, on se met au boulot, et là, effectivement, les dédicaces prennent leur place. Mais c'est vraiment la fabrique, enfin, je veux dire, le maître mot quand on va à Saint-Élimy, c'est le plaisir. Il y a des festivals où on va, et ça n'empêche pas de bosser, hein, je veux dire, c'est pas incompatible du tout, d'ailleurs, on bosse quand on va à Saint-Élimy. Mais c'est le plaisir d'y être, parce qu'en plus, c'est vrai que Philippe est toujours là, mais toute l'équipe qui va avec, et je me permets de le dire, mais c'est agréable comme tout, c'est un vrai plaisir d'y arriver et d'y rester pendant 2 jours. Voilà. Un vrai bon moment. C'est vrai. Ouais, vrai. Et Juliette, toi, moi, tu je peux vais pas t'écrire commenter ça, et lire. Non, je peux pas. Aussi, Qu'est-ce que c'est il suffit de lire. C'est des vautours. C'est des vautours. Alors, je le montre. Voilà, tu peux. Alors, il y a 2 vautours et puis il dit on se fait le président d'Enemy BD. Et puis l'autre il répond on va attendre ce soir, il sera faisandé. L'humour de Val, bravo, merci. Presque revanchard là quand même. Non, du tout, absolument pas. Un bon esprit, pas de souci. Alors, il y a un truc qui me tenait à cœur d'en parler, puisqu'on a fait une émission qui s'appelle Entre Dry et Bartas, on en a parlé. Vous avez un partenariat, et c'est top, avec la mission locale de Lozère, et il y a un super truc qui se passe le samedi soir. Ouais, alors ça c'est la 2e année qu'on est sur ce partenariat. En fait, il a été initié par le biais de la Fondation Orange. La Fondation Orange nous soutient, nous, depuis maintenant 3 ans, sur ce qu'on appelle les publics éloignés du livre. L'idée, c'est, on en parlait tout à l'heure, la BD, c'est quelque chose qui fait briller les yeux, qui permet donc à des gens qui se sentent pas lecteurs, qui se refusent presque lecteurs, de prendre un livre en main et de passer un bon moment. Et donc, ce pari-là, on l'a tenté avec la Fondation Orange depuis 3 ans, ça marche. Et parmi les publics vers qui on est allé, la Fondation nous a suggéré de travailler avec la mission locale. La mission locale d'insertion des jeunes Lozère. Et donc, le projet revêt différentes formes. On fait des ateliers parfois. Parfois, on met à disposition tout simplement des ouvrages. Et puis, des fois, il y a de la fabrication qui dure. Et cette fabrication, pour nous, l'objectif, c'est toujours de la valoriser.
quel que soit le projet, il y a une place pour ce projet au moment du festival. Quand c'est des gamins qui travaillent avec un illustrateur, ben, leur travail est toujours présenté. Et là, en l'occurrence, ce sont des jeunes qui s'approprient nos archives graphiques, celles que les auteurs nous ont offertes au fil des années. On les leur met à disposition. Ils prennent ça, ils prennent leur imagination, de la musique, et puis ils font des petites vidéos qui vont durer 2-3 minutes, des choses assez courtes, mais qu'on va projeter, et c'est là où ça devient un peu technique, qu'on va projeter un mapping, c'est-à-dire sur la façade de la mairie de Saint-Élémy, qui fait quand même 6 étages. Quand on la regarde de la source de Burle, on ne s'en rend pas compte. Et en utilisant en conséquence les espaces que permet cette façade, avec des fenêtres, avec des aplats, etc. Et ce spectacle, puisqu'on peut parler de spectacle, se déroule en nocturne, à partir de 21h30 le samedi. Et c'est la deuxième année qu'on valorise ce travail de ces jeunes, parce que là aussi, nous, on a les yeux qui brillent quand ils nous montrent ça. C'est pas une BD, c'est une façon d'utiliser le graphisme, mais avec en plus une vie. On fait vivre des choses, on les met en mouvement, et on illustre quelque part un site. Voilà, on donne un site, une identité à un moment donné, quoi. Ça, ce sera donc le samedi à 21h30, hein, c'est ça, je dis pas Voilà, de bêtises. au moment où la nuit commence à nous rejoindre. Est-ce qu'il y a 2-3 autres trucs que tu aimerais souligner avant qu'on parle du travail de Juliette et de Val? Ouais, alors un petit clin d'œil quand même, c'est que, comme je le disais à l'instant, il y a un paquet d'auteurs, et Val en fait partie, bien sûr, Juliette aussi à un moment, nous ont offert des dessins. Alors, soit des dédicaces, soit, comme on le disait tout à l'heure, l'esprit de l'affiche, c'est-à-dire un personnage à eux dans un contexte à nous. Ces dessins, on a une charte graphique qui dure maintenant depuis une dizaine d'années, un format en 80 cm sur 160 de haut, et ça nous sert de signalétique pendant le festival. On édite ça sous forme de bâche, assez souple, et les auteurs sont en général assez ravis de voir qu'ils ont leur place comme ça dans le village, à droite à gauche. Et on a poussé le bouchon encore plus loin maintenant, c'est-à-dire que là aussi, à la demande de la DRAC, et en accord avec le conseil départemental et la mairie, on a créé un parcours de découverte illustré dans le village, qui part depuis la rivière, bien sûr, parce que rien ne naît sans la rivière chez nous, on est des trempequeaux. Et donc, le parcours commence avec des panneaux sur lesquels on a imprimé, bien sûr, ces dessins, sauf qu'au lieu d'être sous format souple, ils sont sous format rigide, ils sont installés par 2 ou par 3. On a négocié ça avec l'architecte des bâtiments de France, Paul Girard, qui est quelqu'un qui aime le dessin et qui a su s'imprégner de ça. Et ce parcours permet aux gens de se déplacer à l'intérieur de Saint-Élémy, et notamment de revivre, de revisiter la partie haute du village, la partie médiévale, qui a souvent un peu tendance en été à être délaissée au bénéfice de la partie inférieure. Et donc ce parcours fait une quinzaine de points, et avec des clins d'œil. C'est pas le dessin du lieu, mais c'est pas non plus si loin que ça. Et donc ça donne envie en fait d'aller plus loin chaque fois. Et ce parcours donc on l'a mis en place pour les 48 heures début juin. Et il est à découvrir maintenant en continu. Et il restera de façon saisonnière chaque année avec le renouvellement qu'on peut, puisque chacun des auteurs chaque fois nous offre des choses, et donc on renouvellera. Ce qui fait que même quand on est de pas loin et qu'on est venu le voir, on pourra revenir parce que ça va changer, quoi. Voilà. Quelle chance. En tout cas, toutes les informations vous pouvez trouver sur le festival, c'est enemy-bd.fr. Juste avant la virgule, mon Corto, je te donne le deuxième thème, mon Val. Vas-y. Amusons-nous, les médias locaux, puisqu'on est sur Télédrail et Radio Bartas. Amuse-toi. Juliette, tu es auteur, donc voilà. Oui, auteur. Voilà. Illustratrice, en tout cas, de l'adaptation de Voyage avec un âne dans les Cévennes. Est-ce que tu te souviens, Juliette, de ta première rencontre avec la bande dessinée? Oui. En fait, il faut remonter à très loin parce que en fait, je cherchais du boulot. Enfin, je sortais des Beaux-Arts et je cherchais du boulot tout de suite. J'ai trouvé un petit éditeur qui m'a fait illustrer 5 albums en BD pour illustrer les contes traditionnels de Perrault. Et donc c'était un peu une façon de détourner les thèmes La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, enfin c'est Perrault ou d'autres, enfin tous les contes traditionnels. Et donc je suis partie comme ça sur ces bandes dessinées. J'en ai fait au moins 5-6 qui ont été traduits dans le monde entier.
un jour, mon voisin il me dit: ah, mais j'étais en Australie et j'ai vu tes BD. Alors j'ai dit: bah, c'est incroyable. Donc, parce que c'était un éditeur suisse, et donc il diffusait, il traduisait en toutes les langues. Mais bon, c'était un petit éditeur, donc j'ai pas été connu pour autant à cette période-là. Ceci dit, ça te permettait d'en vivre quand même ou Alors j'avais juste les droits d'auteur sur les livres français, Ah, pas c'est- sur les autres. C'est dommage. Ça, on reparlera du monde de l'édition et tout à l'heure on fera une petite virgule là-dessus. Alors justement, t'as adapté Voyage avec un homme dans les Cévennes. L'idée c'est quand est partie l'idée, comment ça s'est passé et finalement est-ce que c'est libre de droit pour le coup ou est-ce que toi t'as dû payer? Comment ça se passe en fait? Non, j'ai même eu une bourse de la région quand j'ai présenté le sujet. J'avais déjà fait une bande dessinée sur le cœur de l'ouvrage, enfin du livre, et c'était sur les Camisards. Stevenson arrive en pays Camisards, donc c'était ça qui m'intéressait en fait, c'était de traiter ce sujet des Camisards, cette guerre qui a existé il y a 300 ans, je crois, à peu près. Et Stevenson qui passe par là dans le village du Pont de Montvert, là où j'habite, se met à parler de cette histoire. Et il est bien renseigné parce qu'il a lu des tomes, je ne me rappelle plus l'auteur, mais enfin un vieux livre sur l'histoire des Camisards. Et donc lui, qui est écossais, il parle d'un épisode de l'histoire de France. Et il en parle très très bien, et c'est frappant parce que moi je sais qu'en histoire, quand j'étais petite, on m'a pas parlé des histoires des Camisards, et lui il en savait plus que moi, voilà. Et donc, comme j'ai des racines un peu, des origines anglaises, ça m'a un peu touchée, et puis en plus que j'étais illustratrice, je me suis dit, mais moi je suis la mieux placée dans ce village pour illustrer cette histoire, parce que c'est Stevenson, depuis le temps qu'on m'en parle, et tout ça, des Camisards et tout ça, c'était une histoire ancienne. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est une mission. Parce que c'était un gros boulot quand même. Ça m'a pris pas mal de temps, parce que je travaillais en même temps. Donc je travaillais pour ces livres scolaires, et il fallait que j'arrive à faire cette bande dessinée en même temps. C'était pas... Donc ça s'est étalé sur le temps. J'ai tendance à faire les choses quand je dis je travaille au long cours, c'est vrai, c'est des travaux qui durent longtemps et qui finissent par aboutir, mais faut être patient. Mais alors justement, comment on adapte, comment on choisit les extraits qu'on va mettre en bande dessinée? Parce que Stevenson, c'est un monument de la littérature. Ouais. Aujourd'hui, c'est mythique, ici surtout. Et enfin, je veux dire, comment tu te dis, ah bah ça, ok, ça va rentrer dans la bande dessinée, Ouais. ça je peux l'illustrer, c'est quoi? C'est l'image Alors, qui vient? il se trouve que Stevenson, c'est un auteur pour la bande dessinée. C'est très imagé. Tout ce qu'il dit, c'est... Enfin, moi, j'ai lu son petit roman, Le voyage donc avec un âne, et je voyais le film. Je voyais se défiler toutes les cases, ça y est, je les voyais. En plus, les paysages qu'il traversait, je les connaissais. Donc, pour moi, c'était du tout cuit, quoi. Enfin, du tout cuit, à condition de travailler, quand même. Et de s'y Oui, tenir. tout ce travail quand même. Voilà. Et puis après, le texte, j'étais très sensible à son humour, qui est un peu grinçant, un peu pince sans rire. Et j'aimais bien cette forme d'humour. Il se caricature un petit peu. Et il n'est pas tendre avec lui, parce que bon, la manière dont il traite son âne, c'est pas toujours très sympa. Mais il force un peu le trait, de manière à ce que ça... voilà, on a envie de le dessiner. Ouais, du coup, les personnages, c'est vrai, tels qu'ils sont décrits. Alors moi, j'ai pas retrouvé le trait que lui imaginait en fait. C'est rigolo, mais quand on lit un livre, en fait, on n'imagine pas tout le trait. Toi, tu l'as imaginé tout de suite, Stevenson, comme ça. En fait, il t'est apparu d'une manière naturelle. Ben Grâce oui, à une moi photo, comment ça s'est fait? Alors j'ai regardé les photos, d'abord je trouvais que c'était un bel homme, alors donc ça m'a un peu voilà, stimulé. Ouais. Après, c'est un peu comme quand on est acteur, je pense, on intègre le personnage. Pour le dessiner, il
il passe par soi. Donc à un moment, je me suis dit, mais je me prends pour Stevenson, et c'était un peu vrai. Voilà, je pense que j'ai été très très proche de lui pendant un moment, le temps que j'ai travaillé. Et la preuve, c'est que j'arrive pas à m'en séparer, puisque le prochain projet parlera encore de ces aventures. Voilà. Transition absolument toute trouvée, tu es parfaite, puisque tu nous as ramené des planches, tu peux m'en donner une, par exemple, celle que tu veux. Celle-là. Et tu nous as ramené des planches, et ça c'est absolument génial. Donc là on voit 3 hommes sur un bateau, c'est absolument magnifique. Hop, ça c'est pour nos copains de Télédrail, en crayonné. Val, tu peux nous dire 2-3 mots sur, pour la radio sur le dessin que tu es en train de voir? Sur le dessin, donc on voit 3 marins sur la proue du bateau, on peut dire ça comme ça, sur la proue du bateau, avec les haubans et autres fils et voiles. Et c'est un travail, c'est quoi? C'est du lavis à l'encre ou de l'aquarelle? Du lavis. Du lavis. Et donc non, c'est un travail mais fantastique. Mais comme tout ce que fait de toute façon Juliette, c'est beau, c'est fin, ça se mange sans fin. Ouais, c'est soigné, c'est. Bon, je ne mens pas, je me suis quand même inspiré de photos que j'ai vues. Ah, mais peu importe, je veux dire, c'est ça pas c'est. l'inspiration qui a du sens là. Ce qui a du sens, c'est effectivement l'aspect finition là. On est tout de suite dans une ambiance maritime. On sait qu'on est à un moment particulier, ça se sent. Il y a une ambiance effectivement, et le trait s'efface presque derrière le lavis. Tout à fait. C'est superbe. Hein. C'est de la dentelle, quoi. Hein. Ouais, c'est super. Vraiment. Et donc ce projet, oui, mais prends tout ça, ça fait du bien. Ils sont sympas. Hein. Et donc, je pense qu'ils le pensent en plus. Pour les Oui, connaître oui. un peu les deux loustiques, il n'y a pas de souci. Alors justement, ce projet, dis-nous en plus. Quelle est la continuité de... Alors, Stevenson a une vie pleine d'aventures. Il a parcouru le monde. Il était plutôt très fragile de santé. Il était un peu phtisique ou je sais pas. Enfin, je connais pas le mot. Mais enfin, il était malade des poumons. Et depuis sa tendre enfance, et c'est un phénomène incroyable parce qu'il a une œuvre gigantesque. C'est quand même l'auteur de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est l'auteur de L'île au trésor, pour ne citer que. Mais sinon, il a énormément. Et puis une culture incroyable. Sa bibliothèque, c'était énorme. Enfin, et c'était quelqu'un qui n'était pas très musclé, il était plutôt frêle et pas très grand, il faisait 1m70 je crois, et assez frêle puisque de petite santé, mais alors une énergie, un appétit de vivre incroyable, quoi. Et il a rencontré dans sa vie une femme, une américaine, qui s'appelait Fanny, qui était aussi assez lettrée, enfin cultivée, et plus âgée que lui, de 12 ans. Mais cette femme américaine l'a beaucoup aidé dans toutes ses entreprises et dans ce projet de voyage sur les mers du Pacifique. Sur la mer, sur l'océan Pacifique. L'océan Pacifique. Ça marche, hein, la mer Pacifique. Je pense que c'est inattendu d'eau en tout cas. Hein. D'ailleurs, quand il écrit à ses amis, il dit Pacifique, ouais, enfin, pas tant que ça, oui. Point d'exclamation, parce que l'océan, il est redoutable, quoi. La guerre tout le temps, c'est ça qu'il veut dire, du coup. Enfin, les marins redoutent l'océan Pacifique parce qu'il y a plein d'imprévus, plein de. Voilà, les abords des îles sont très compliqués. Il y a des atolls, il y a des... Voilà. Et donc, les voilà partis sur l'initiative... Enfin, c'est Fanny qui a trouvé le bateau. Le bateau s'appelait le Casco. Donc ça, cette image-là, on les voit sur le Casco. Et c'était une petite goélette, une goélette. Mais pas du tout faite pour naviguer sur les océans. Donc, ils ont eu quelques déboires. Le mât à un moment s'est cassé et ils ont dû ensuite continuer leur voyage avec d'autres moyens de transport, d'autres voilà, et c'était vraiment l'aventure, quoi. Il faut imaginer à l'époque et en plus ils arrivaient sur des îles qui étaient dangereuses parce qu'il y avait encore des cannibales. Le cannibalisme n'était pas complètement enrayé, donc ils prenaient quelques risques quand même à partir sur ces îles.
Mais voilà, donc il faut resituer ça. Et alors aussi, c'était en pleine période de colonialisme, c'est-à-dire que les Américains, les Allemands, les Français, on fait pas le tour non avaient plus. pris possession de toutes ces îles. Alors c'était pas paisible non plus parce que les indigènes n'étaient pas très contents. Enfin voilà, c'était vraiment partir à l'aventure. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que maintenant, j'ai l'impression, quand on voyage, on prend pas tellement d'assurance et de choses comme ça que. Et puis, bon, bah, là, c'est vraiment le sens de l'aventure comme ça existait à l'époque, quoi. Et ouais, du coup, t'es parti en voyage avec cette histoire. Est-ce que c'est parce que t'as ramené aussi d'autres planches peut-être tu peux m'en donner une Alors, autre je ne suis du pas coup partie dans les îles Pacifiques, mais alors, dès que je vais dans des endroits où il y a un peu de la végétation, un peu exotique, Luxuriante, ouais, exotique. oui, exotique. Ce sont des petites aquarelles, hein, mais voilà, je prends des crobards, et puis bon, je travaille d'après photo aussi un petit peu, enfin j'ai pas tout amené, mais voilà. Et là, donc tu vas sur grand format pour après les retranscrire sur tes planches pour la BD, ou c'est vraiment d'abord tu travailles sur. Parce que je vais avoir à négocier l'histoire du texte et l'histoire des images, donc ça va être. Je pourrais pas faire une bande dessinée sur toute la durée du voyage parce que j'ai pas été là-bas, j'ai pas envie d'être. Enfin, j'ai pas envie de faire des choses improbables. Enfin voilà. Il faut que ça reste. Voilà, je suis prudente sur. En tout cas, est-ce que tu as une idée de quand ça va sortir, de quand tu vas finir ce projet? Je crois qu'il me faut encore un an ou deux, quoi. Et on en parlait hors antenne, pas faire de secret, on parle de maison d'édition. Donc ce projet-là, si j'ai bien compris, n'intéresse pas pour l'instant des maisons d'édition dans lesquelles tu bossais. Pas les éditions de Boré, non, ils sont pas intéressés, mais bon, j'ai pas encore du tout recherché d'éditeur, va falloir peut-être que je m'en soucie, mais j'attends d'avancer encore un petit peu, et puis peut-être je suivrai la piste de Philippe. Philippe, ouais, voilà. Mais on va parler, va pas chez ton éditeur si t'as pas les droits à l'étranger de tes BD, tu vois, ça serait peut-être mieux. Philippe, l'édition dans le monde de la BD, c'est quand même quelque chose de très très compliqué. Ça s'est fortement durci là, ces dernières années. Berlion en parlait l'autre jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, la BD a pris à peu près le même chemin que le roman. C'est-à-dire qu'on édite beaucoup, on édite trop, et du coup, on publie trop court, très peu de temps. Les BD restent en librairie parfois moins de 15 jours. C'est impressionnant. Et par conséquent, la place d'une collection, par exemple, hein, tu faisais référence tout à l'heure au fait qu'en début de carrière, tu avais la chance qu'on t'offre une collection de 5-6 BD sur le thème des contes. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible à signer parce qu'on est dans l'immédiat et on veut tout de suite vérifier si le résultat va fonctionner. La BD, c'est un art industriel. Hein. Sa réussite, elle passe par le nombre de ventes. C'est affreux, mais c'est comme ça. Et donc, les éditeurs veulent tout de suite vérifier ce résultat, et en conséquence de quoi, la place à la création est un peu plus hasardeuse finalement, plus hasardeuse que ce qu'elle était. Parce qu'en fait, avant, c'était l'éditeur qui prenait ses risques, ou le responsable de rédaction, qui avait une sensibilité sur une œuvre, et qui du coup prenait le risque d'éditer, y compris dans la durée d'une collection. Là maintenant, c'est uniquement le retour des chiffres qui parle. Et donc, beaucoup d'œuvres passent au pilon, parce qu'elles n'ont pas eu le temps d'être valorisées, d'être vues par le public. Heureusement, un double circuit s'est mis en place. D'abord, le circuit des éditeurs indépendants, qui sont en fait aujourd'hui le creuset de la recherche. C'est-à-dire que c'est eux qui osent, c'est eux qui accompagnent un certain nombre de projets, et c'est eux qui finalement, après, servent de pioche là, pour les gros éditeurs qui viennent se servir chez eux en repérant les auteurs. Donc ça, c'est la première façon de détourner le problème. Et puis la deuxième façon qui est plus triste, c'est que le marché du livre s'est étendu à d'autres acteurs, et notamment les recycleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit pas mal de ce qu'on appelait des bouquinistes qui faisaient de l'occasion, et qui en fait aujourd'hui achètent avant le pilon, et revendent donc des livres neufs, des BD neuves, mais à des prix cassés, parce qu'ils les achètent en réalité à la palette, à la tonne parfois.
et les revendent donc à des prix cassés, alors que les libraires pourraient encore les vendre normalement si on leur en avait donné le temps. Voilà, donc la BD c'est un peu caricatural, mais c'est aujourd'hui ce qui tire le monde du livre en termes de vente. C'est ce qui se vend le mieux dans le domaine du livre. Mais par contre, c'est pas ce qui rapporte le plus pour les auteurs. Parce qu'on a multiplié les publications et on n'a pas donné à chacun la place qu'il méritait. Et puis il faut aussi dire que les éditeurs éditent, mais ne s'occupent pas forcément de la diffusion non plus. Donc c'est pas parce que et s'ils s'en occupent, derrière, on gagne quoi sur une bande dessinée 10% du prix de vente hors taxe. Voilà, oui, c'est ça, pour le voyage, oui. Mais alors, voilà, le voyage, en fait, il s'est vendu déjà à 8000 exemplaires parce que, en fait, enfin, je dis 8000, c'est peut-être un peu plus, parce que ça dure sur des années. Et voilà, il va finalement avoir mais bon, ça n'a rien à voir avec une BD qui sort et dans l'année, tu vends 8000 exemplaires. Voilà. Mais parce que De Boré est un auteur régional, du coup, Voilà. et qu'il a accepté de prendre le risque de tirer un nombre conséquent et de conserver la diffusion de ces œuvres-là dans un territoire, quoi. Alors que les autres qui n'ont pas de territoire sont sur cette rotation rapide dont on parlait là, sur les vitrines de libraires, et qui fait que même de très belles œuvres ne trouvent pas leur place en termes de vente, quoi. Ouais, Elles n'ont pas le temps, quoi. Est-ce que même, enfin, toi ça s'est passé parce qu'un éditeur n'a pas voulu de ton dernier projet, ça n'intéresse pas. Ouais. Ceci dit, si tu avais pu rester fidèle à ton éditeur, tu le serais resté? J'avoue que je me suis pas posé la question. À partir du moment où C'est-à-dire, moi, il faut que je pense à tout ça peut-être une fois que le travail est fait, quoi. Je me sens libre comme ça de faire ce que bon me semble, et après je vais voir si un éditeur me veut ou me veut pas. Et voilà. Et comme ça, je j'ai pas de contrat avec eux et ils me conditionnent pas. Et tu travailles sur ton projet global quand tu vas voir ton éditeur. Voilà. Il est bouclé. Il est bouclé, C'est enfin, oui, il est presque bouclé. Ouais. Enfin, quand j'ai été voir les éditions de Boré, j'avais peut-être que la moitié qui était faite, mais j'avais mon plan, j'avais un chemin de fer. J'ai dit, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Il me faut tant de pages. Bien sûr. Ce qui reste une démarche relativement originale, hein, Oui, je sais. mais qui a sa place. Quel conseil tu donnerais justement à un jeune ou une jeune qui voudrait se lancer comme ça dans la BD? Ben effectivement, moi je lui dirais, ben, fais ton livre, si tu te sens d'être auteur de ton livre, vas-y, fais-le, et puis après, va voir un éditeur. Parce qu'en fait, ce truc d'échange avec l'éditeur, moi j'ai peur que ça le conditionne au point qu'après... Bon, il peut avoir des conseils de pro, par contre, se faire conseiller par des gens experts. Mais après, le monde de l'édition, c'est un... Enfin, je sais pas, mais... Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, fait peur. Et oui, ça fait un peu peur, mais d'un autre côté, moi je suis assez de l'avis de Juliette. Pour quelqu'un qui aime... en général, quand on démarre dans la BD, bon déjà c'est qu'on aime dessiner. Hein, tu le disais toi-même, hein. Toi tu as fait les beaux-arts, mais nombre de jeunes qui aujourd'hui sont dans la BD ont un crayon dans les mains très tôt. Hein. Ils ont un vrai talent, une vraie envie de faire ça, un travail assez conséquent derrière eux. Et donc un projet c'est important. Parce que savoir dessiner, il y a plein de gens qui savent dessiner aujourd'hui. Oui, voilà. Énormément. Hein. Alors que par contre avoir un vrai projet, avoir quelque chose à raconter, parce qu'une BD c'est d'abord une histoire, faut pas l'oublier, quoi. S'il y a pas une histoire, c'est pas une BD, quoi. C'est un ensemble de dessins, c'est pas la même chose. Et donc avoir une histoire à raconter, déjà ça veut dire que on a vécu quelque chose, on a un témoignage à donner, ou on a un engagement à porter. Et ça, je suis assez de l'avis de Juliette, il faut le porter dans sa globalité. Parce que si on écoute les éditeurs qui vous disent « Oh, tu me fais 2-3 planches, tu me donnes un peu une idée de ton scénario, l'univers graphique, et puis après, moi je verrai, quoi. » Ça suffit pas, ça suffit pas. Et ouais, justement, et on reparlera aussi parce que il y a les enfants d'Hispagnac, je crois, de l'école d'Hispagnac l'année dernière qui avaient fait un super boulot. Un super boulot. C'était quoi le projet? Alors ils avaient fait, c'était les mystères d'Hispagnac. Et alors c'est assez marrant, en plus la démarche qu'ils ont eue, ils ont bossé avec Gaël Simonet, qui est un illustrateur un peu connu dans le territoire, qui aujourd'hui enseigne les arts plastiques. Mais au lieu de partir sur un scénario préalable, comme la plupart des auteurs
travail, hein, ce que disait Juliette à l'instant. Hein. J'ai une idée, je fais un sommaire, j'ai mon chemin de fer, c'est-à-dire mon découpage en fait, hein, en pages, et je sais à peu près d'où je pars, où je vais arriver. Pour des mômes, c'est très compliqué ça. Et donc le pari qu'ils ont eu cette année-là avec Gaël, ça a été d'avoir une série de personnages, de les mettre en situation, donc des événements. Ça a duré 3-4 pages, et puis après ils ont eu envie de les remettre en situation. Et comme ça, de situation en situation, ben, ils ont fait 40 pages. Mais sans avoir préalablement tracé un scénario. Et cependant, ça fonctionne parfaitement. C'est une belle histoire, avec des rebondissements, avec une chute, donc ça veut bien dire qu'on n'est pas obligé toujours d'utiliser les standards qu'on trouve aux Beaux-Arts Angoulême, par exemple, dans le monde de la BD. Quoi. Et puis voilà, la question qui se pose c'est aussi, est-ce que tout le monde peut dessiner? Oui. Mais oui, bien sûr. Là, Ouais. je rejoins ce que disait Philippe, ce que vient de dire Philippe à l'instant, ce que disait tout à l'heure Juliette, mais la BD, c'est faire un livre, donc c'est d'abord raconter quelque chose. Une BD, ça se lit, ça se regarde pas. Le dessin vient accompagner la lecture. Donc, je veux dire, il y a plein d'auteurs BD à succès qui techniquement, je parle bien techniquement parlant, ne sont pas doués. Mais par contre, il y a cette alchimie qui fonctionne très bien parce qu'ils ont des choses à dire et ça fonctionne. Je veux dire, Philippe Geluc en Belgique, par exemple, avec le chat, est le premier à dire que son dessin est mauvais. Effectivement, techniquement parlant, je parle bien techniquement parlant, c'est rien de compliqué, le chat. Par contre, il y a cette alchimie entre son dialogue et le dessin, et puis ben, voilà. Donc, on peut faire une BD sans savoir dessiner. Vraiment, c'est pas le plus important. T'es d'accord aussi, Juliette? Ouais, moi je suis d'accord. Parce que justement, ça donne un style. Ceux qui savent pas trop dessiner, ce côté maladroit peut devenir le style de leur, Tout à fait. de leur dessin, quoi. Mais alors justement, enfin, bon, moi si je faisais une BD, je ferais un truc en bonhomme bâton. Ce serait assez. Ça existe. Ah ouais, bah voilà. Bah, du coup, je le ferais pas. Mais quel regard on porte vous en tant que dessinateur? Je sais pas si tu dessines toi, Philippe. Ça m'arrive, mais pas avec le talent de mes voisins. Là. Mais justement, quel regard on porte sur le, j'imagine. Quel regard on porte sur le travail de ses collègues justement? Est-ce qu'on a un regard critique ou alors comme moi qui ne dessine pas, j'avoue, chacun ses trucs. Est-ce que c'est un regard bénéfique, toi, Juliette, quand tu vas voir le travail de... Ah, moi je suis ouverte à tous les styles, c'est-à-dire comme pour la musique, j'écoute toutes les musiques, et ben je regarde tous les dessins, je regarde toutes les peintures. Je suis vraiment là, plus ça s'ouvre, plus mieux c'est pour moi. Donc, Oui. Mais pareil, il faut être ouvert à tout et enfin moi je regarde toujours ça avec un œil. Moi chaque fois je pleure quand je regarde quelqu'un qui dessine à côté de moi. Quand je suis en festival, chaque fois je me dis oh, je fais de la merde. Mais à chaque ah oui. dire, ah oui. Oh. Et à chaque fois je suis ébloui et je reste encore avant d'être auteur BD, je reste d'abord un lecteur BD et avec j'ai toujours la magie. Quand je ouvre une BD, j'ai toujours autant de magie. Il y en a un que j'ai pas pris, c'est peut-être celui-là de dessin. Je rappelle que notre... Ah, c'était le vautour. Ok, ouais, donc il y en a que dédicace à Philippe. déjà. Donc le thème était les médias locaux. Et là, tu nous as dessiné donc un journaliste qui avec son enregistreur, voilà, et qui interviewe un rocher et qui voit le rocher d'à côté qui est tombé. Et c'est marqué comme voisin, c'était un rocher paisible. Jamais on se serait attendu à un tel acte. Voilà. Je me dis toujours qu'ici en Lozère, quand on veut être journaliste d'investigation, on n'a pas vraiment choisi la bonne place peut-être. Donc je me dis que parfois avec les médias locaux, alors je suis pas à leur place évidemment, mais je me dis parfois oui effectivement ça doit être compliqué de trouver des sujets je veux dire, qui tiennent en haleine comme BFM et autres. Ah ouais. Et autres, 3 petits points. Je te rassure, les sujets qui tiennent en haine, ils se passent dans le Gard, pas en Lozère. Voilà. Et l'autre, on attend impatiemment le tueur. Et l'autre, évidemment, t'as repris ta marque de fabrique puisqu'on voit des moutons, il faut. Ah bah oui. Voilà, et avec le journaliste qui est au milieu et qui dit, et à votre avis sur les dernières élections, 3 petits points. Voilà. Et c'est vrai que les dernières élections, ça pourrait donner... Des moutons? Non, j'irai pas jusque-là. Peut-être pas des moutons, mais en tout cas 2-3 sujets de bande dessinée super intéressants.
En tout On a cas, dit qu'on parlerait pas de politique. on vient d'en faire, là, j'ai même, Non, mais j'ai même pas Juliette, remarqué. on est juste au carrefour entre les moutons et les vautours. J'avoue, J'ai pour posé le coup. personnel. En tout cas, Juliette Lévé-Jacques, ta BD est toujours disponible, d'après Louis Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Et je dois te dire que j'ai connu cette BD parce que ma maman me l'avait offerte, et c'est pour ça que je l'ai là, j'en suis très fier. Et c'est publié chez Deboré, je peux le dire ça quand Oui, même, oui, faut oui, le dire tout à quand fait. même. Mon Corto, t'es prêt pour la virgule? Oh là là! Il est incroyable! Ah ouais! Ah, je me disais! Quitte à la voir, autant la mettre 4 fois. Je t'adore, mon Corto. Val, comment ça va? Ça va bien et toi? Ah, oh là là, moi je suis aux anges. Écoute, on parle de cet art merveilleux. Bon, en plus, tes nuits sont un peu agitées. Mais une année faste pour toi. Alors, qu'on comprenne bien, parce que bon, d'accord, tu viens d'avoir une petite fille, ça, voilà, et ça, t'as signé, c'est pour des années. Mais une année super géniale et super faste pour toi à tous les niveaux. Ouais, On résume un peu pour ceux qui connaissent. Voilà, on peut résumer. Mais c'est pas seulement une année, là, ça fait des années que c'est super fast et super cool. Et j'espère bien que ça va continuer, ouais. Je te le souhaite. Alors, bon, il y a eu Lily et Doudou Monstre qui est sorti ça en janvier 2020. En janvier 2020, ouais, juste avant le premier confinement. Là. Ouais, t'as Échec et Pâte, ça c'est sorti en cette année là, c'est Cette celui-là année en avril. En avril. C'est le premier tome puisque c'est une bande dessinée sur 4 tomes, puisque ça parle du jeu d'échecs avec un petit cahier pédagogique sur la fin. C'est fait avec Christophe Cazeneuve au scénario, Mick au dessin et moi à l'ancrage. Donc je veux dire, c'est un travail tout à fait partagé et puis donc ça explique un petit peu le jeu d'échecs et c'est apprendre en s'amusant, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et là, normalement, on a du bol parce que on se voit quand tu sors pile poil les jours de livres. Là, il est sorti aujourd'hui ou demain donc, il est sorti chez l'imprimeur, il est arrivé chez l'éditeur et j'attends qu'il arrive chez moi. C'est le 2e tome de Jean-Michel. Voilà. Jean-Michel, un long parcours. Jean-Michel Border Folie qui est sorti le tome 2. Alors, j'ai eu du bol. Tu m'as envoyé avant, aux joies de mon travail. Il est drôle. Vraiment, j'ai explosé de rire sur des trucs. J'ai vraiment adoré. C'est même pas de la flagornerie parce qu'en vrai, je t'aime pas. Mais le confinement, toi, ça te réussit en fait. Ah oui, bah il n'y a pas besoin de confinement pour être motivé, pour être stimulé, inspiré. Tu vois, une fois qu'on est lancé, la machine tourne et puis voilà. Et après, il faut que ça plaise, mais ça peut pas forcément plaire à tout le monde. J'ai de la chance, ça tombe sur toi, ça t'a plu. Visiblement, ça a plu à Philippe aussi puisque il m'a fait une super préface, donc voilà. La préface t'a inspiré tout de suite en fait. Non, mais on parlait tout à l'heure des talents. Moi, je suis plutôt un kuntai avec un dessinateur. Et donc. Un quoi? Val avait repéré ça depuis quelque temps. Et un jour, il m'appelle, il me dit quand même, ça serait bien si tu me faisais quelques mots au début de la BD. Je lui ai dit, ça, c'est pas mon truc, je sais pas faire, moi. Et puis, bon, finalement, comme je l'aime bien, j'ai essayé de dire quelque chose qui parlait de nous, quoi. Qui parlait de ce qu'on a pu vivre quand il vient chez nous, là-bas. Il dit qu'il sait pas faire, mais il fait très bien, et ça fait des années que j'essaye de le tanner pour qu'il me fasse un scénario. J'ai une idée, en tout cas, de base, et je le tanne depuis des années, et je continuerai à le tanner pendant des années pour qu'on puisse se faire une bande dessinée ensemble. Je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose de super cool. Alors, Philippe? On verra. Je précise. C'est filmé à la radio, il a pas dit oui. Donc, je lui ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui. C'est le problème. Problème du temps. En tout cas, il y a des vannes qui m'ont vraiment fait rire dans ton nouvel album. C'est quoi tes sources d'inspiration? Et d'ailleurs, est-ce que tu les testes avant tes vannes? Ah oui, mais je les teste avec ma compagne. La pauvre. La pauvre, voilà. Alors chaque fois elle a peur parce qu'elle me dit mais je suis pas très objectif. Je dis mais c'est pas grave, t'es bon public et donc il faut y aller. Et puis non, c'est quelqu'un de très objectif sincèrement. Et oui voilà. Ah bon, après souvent quand je le fais c'est que ça me fait rire moi. C'est que j'y prends déjà du plaisir à le faire, mais effectivement le plaisir qu'on se procure à soi n'est pas forcément le plaisir qu'on va pouvoir procurer aux autres. Donc voilà, ou alors je vais, comme avec toi, comme avec Philippe, chercher des lecteurs tests, puisque c'était tout le crayonné était fait. Et donc j'avais aussi besoin de retour de temps en temps d'avoir des lecteurs, point barre, et qui me renvoient en disant j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai compris, j'ai pas compris. Parce que ce qu'on voit de nous et ce qu'on voit pas de temps en temps, prendre un petit peu de distance, quoi. Mais nous, on est BDphiles.
Est-ce que tu vas aussi aller chercher la critique chez tes collègues dessinateurs, dessinatrices? J'ai fait, ouais, j'ai envoyé un ou deux amis dessinateurs qui, en leur demandant aussi un retour, mais même techniquement parlant. Donc voilà, ouais, je vais chercher aussi un petit peu partout. Et ils t'ont dit que tout allait bien? Ouais. Faux cul. Ok, comme tout le monde, quoi. Non, je les ai payés, c'est pas grave. Est-ce que tu devrais faire autre chose que de la BD à humour? Comment? Est-ce que tu devrais faire autre chose que de la BD à humour? Non. Non, j'aurais du mal. D'abord, Je veux dire, adapter par exemple Stevenson ou autre. alors non, j'y arriverai pas pour deux raisons. D'abord parce que le style graphique, j'ai pas le talent qu'a Juliette par exemple pour un style graphique plus réaliste, plus historique, pour aller chercher je veux dire toutes ces finesses. Et puis il y a rien à faire, j'aime me marrer, mais si je me marre pas dans la vie, je m'emmerde royalement, vraiment. Donc je pourrais pas faire autre chose, voilà. À la limite écrire peut-être, mais faire une BD qui n'est pas une BD d'humour, j'aurais du mal, ouais. Val, t'es plutôt Spirou ou Corto Maltese? Spirou assurément, ouais. Même si j'aime beaucoup Corto Maltese, mais Spirou c'est voilà, Spirou Fantasio, tout Spirou Magazine et autres. Ouais, En fait, t'es resté très enfant quand même. Oui, complètement. Et très belge surtout. Oui. Très belge. J'ai toujours dit, là je suis en train de vivre les 40 dernières années de mon adolescence. Astérix ou Tintin? Astérix. Charlie Hebdo ou Le Figaro? Ah, écoute, je n'aime ni l'un ni l'autre. Voilà, mais je suis pas de la culture Charlie Hebdo. Bon, je veux dire en Belgique, Charlie Hebdo, ça, c'est pas tout ce qui est dessin et satire de presse est une culture beaucoup plus française que belge. Donc j'ai pas grandi avec Charlie Hebdo, je connais forcément, mais et je suis pas un amateur. Voilà. Il y a des très bons, mais Et celle-là, c'est pour toute la régie. Beurre salé ou beurre doux? beurre salé. Et en vrai, je parlais de Charlie Hebdo, voilà, mais je parlais aussi de la caricature. Peu importe ce qu'on pense politiquement de ce qui se passe dedans, ça nous intéresse pas, on n'est pas là pour ça. Ceci dit, on voit que la caricature connaît des petits problèmes en ce moment. Qu'il y a un problème. Est-ce que la liberté qu'on a là-dessus est remise en cause? Est-ce que ça fait peur pour un dessinateur d'humour comme t'es? Oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, oui. Et le problème ne viendrait, à mon sens, pas trop de la censure extérieure que de l'autocensure. Je veux dire, je pense que c'est l'autocensure qui risque d'être plus dangereuse. À deux titres, c'est soit on s'auto-censure effectivement parce qu'on a peur, soit on sombre dans un excès, dans l'excès inverse, qui ne devient plus du coup de la satire mais de la provoque. Et on risque de faire basculer ces frontières. Donc c'est compliqué. Après il y a la censure effectivement extérieure, où des personnes disent bah, tiens ça on va pas dessiner, mais ça on va pas prendre parce que tel dessin va toucher telle communauté. Donc oui, après il faut pas s'arrêter pour autant, hein, je veux dire, ça c'est surtout aujourd'hui avec les réseaux de communication comme on a aujourd'hui, il faut y aller, mais il faut garder aussi l'esprit, comment j'ai envie de dire, l'esprit satirique. Et l'esprit satirique n'est pas l'esprit provocateur forcément, pas toujours en tout cas, il peut l'être, mais pas toujours. Voilà. C'est pas cynique. La frontière est très mince et très faible, hein, et on la dépasse souvent. Je veux dire, moi je suis un grand amateur d'humour noir et d'humour cynique et de l'humour acide, mais c'est vrai que parfois moi-même je me dis bon là ça va pas, ou des personnes me disent là ça va pas, voilà, on a blessé, parfois on peut blesser. Philippe? Oui, moi le risque je le situe aussi ailleurs, hein. Le risque c'est la place, la publication, hein. Oui. Aujourd'hui c'est de plus en plus difficile quand même de trouver de la place pour publier. Oh oui. Publier de la caricature, le dessin de presse, on voit bien qu'il a une place très modeste, hein. Alors oui et non. Il a une place très modeste dans les organes officiels. Ouais, c'est ça. Et par contre, il a beaucoup explosé sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et c'est là où parfois justement, je veux dire, mais c'est un peu comme dans tous les métiers,
même si je suis pour la liberté de tout, et surtout dans l'art. Je veux dire, s'il n'y a pas de liberté dans l'art, il n'y en aura nulle part. Mais quand on travaille par exemple pour un journal qui a une ligne éditoriale, qui n'est pas forcément une censure, mais chaque journal a aussi sa ligne éditoriale, et il est important aussi qu'il y ait ce retour entre comment je vais dire, le rédacteur et le dessinateur pour dire mais ça va dans le sens, dans notre sens, et ça va pas. On a le regard extérieur, c'est important aussi, il faut pas le refuser, hein. C'est pas parce que tout est open que on doit faire tout et n'importe quoi. Je veux dire, bon, voilà, je vais prendre le cas de ma compagne. Dernièrement, j'ai fait un dessin, elle me dit mais t'es à côté de la plaque, mon pauvre. Je veux dire, Ça, c'est souvent, mais. ouais. Non, mais là, en l'occurrence, c'était pour un dessin. Et effectivement, si elle me le dit pas, mais, je le vois pas. Donc, c'est aussi important, ces échanges. Oui, et puis si t'aimes pas, tu changes. Enfin, je veux dire, tu lis pas, tu regardes pas, et tu. Voilà. Là, tu parles pour les réseaux sociaux. Je parle pour tout. Pour tout, oui. Si les gens aiment pas Radio Bartas, change de radio. Eh ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, ça Si les gens fonctionne aiment pas comme ça. TBD, ils l'achètent pas. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde de la libre expression, et comme l'expression est libre, tout le monde s'exprime, et tout le monde se revendique le devoir de s'exprimer et plus le droit. Et donc, c'est ce qui crée les polémiques. Tu nous parles quand même du collectif Mal à Bar. Le collectif des Malabars, ouais, on a fait 6 albums avec le collectif des Malabars. Donc, c'était... C'est d'actualité, hein. C'est d'actualité, Fête puisque des gosses. là, ce que tu tiens en main, c'est Fête des Gosses qu'il disait. Ouais, c'était notre avant-dernier d'ailleurs, avant que l'association ne s'arrête. On était un groupe de 7 dessinateurs, on s'est connus en festival, enfin en 8 festivals, et on s'est tous dit qu'on devait faire quelque chose ensemble, et on a créé le collectif des Malabars, et là on était dans l'humour bien trash, on se lâchait. Voilà. J'avoue que c'est très drôle aussi. Alors, on parlait de maison d'édition tout à l'heure. Toi, tu es fidèle notamment à une qui s'appelle Bambou Édition. Et 2 même, Bambou et Bandapar. Et Bandabar, d'ailleurs, voilà. Et grosso modo, est-ce que quand tu renvoies tes projets à ta maison d'édition, ils corrigent, ils disent ouais, non, Oui. ça, Oui, tu oui, devrais oui. pas, ça. Oui, il y a le regard de l'éditeur, hein, de toute façon, et, puisque c'est quand même lui qui va le vendre. Donc autant qu'il vende aussi, et, je veux dire, il connaît mieux son public finalement que nous. Donc oui, il y a un regard sur le scénario, il y a un regard sur le dessin, en disant tiens, ça fonctionne pas, ça va fonctionner, fais plutôt ceci, sur les couleurs par exemple. C'est ouais, et pour moi ça me pose pas de soucis, hein, pour le coup, je veux dire, c'est un échange, comme je disais tout à l'heure, entre le rédacteur et le dessinateur de presse. Je veux dire, c'est aussi l'éditeur qui va faire que ça fonctionne ou pas, enfin en tout cas qui peut faire que ça fonctionne ou non, donc il faut aussi faire confiance à ses compétences, quoi. Et pareil, Juliette, quand toi t'as proposé Stevenson, est-ce que ton éditeur t'a dit ah tiens, il faudrait que tu changes ça, et est-ce que c'est simple? Il n'y a pas eu beaucoup de modifications. C'est mon souvenir, hein, parce que ça remonte quand même un peu à loin. Je me vois surtout être obligée de finir dans des délais assez serrés pour moi, d'être obligée de finir vite parce qu'il y avait une date. Sinon, on reportait à l'année suivante. Alors, il fallait que je tienne sur les dernières longueurs. Ça a été terrible. Philippe, on n'en a pas parlé, mais en plus de la vingtaine d'auteurs qui seront présents au festival, il y a 2 maisons d'édition, si je ne m'abuse. Oui, cette année encore, on accueille des éditeurs. Alors, il y a ceux qui s'auto-éditent, hein, Juliette y faisait référence tout à l'heure, à qui on laisse de la place. C'est une des particularités aussi de cette télémie. Nous, on a une librairie, bien sûr. Là, en l'occurrence, c'est la librairie Le Pré aux Livres à Marvejols qui assure la librairie du festival. Mais pas mal d'auteurs arrivent avec leurs propres ouvrages et commercialisent directement. C'est une façon aussi pour eux d'éviter les marges de distribution, c'est important. Et parmi ces éditeurs, donc 2 éditeurs cette année sont invités. Un éditeur de proximité, les éditions du Larzac, qui donne les habitués. Ouais, ça fait combien qu'elles viennent, je dis elles, parce que ce sont souvent les filles, mais elles sont pas que des filles. Elles ont du jeunesse, elles ont du roman, elles ont de la BD. Elles viennent de sortir aussi des mini, des choses assez originales. Donc elles seront au rendez-vous bien sûr cette année avec 4 ou 5 auteurs en dédicace. Et puis
les piliers, j'allais presque dire, de l'édition un peu alternative et qui grandissent d'année en année. On en parlait tout à l'heure à travers leur catalogue. C'est les éditions Jargy, hein, qui sont dans le Forez, dans la Loire, à Saint-Étienne, et qui aujourd'hui ont un catalogue qui va entre 50 et 100 auteurs, assez conséquent, avec une politique d'édition très prudente mais très réaliste. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de gros tirages. Juliette disait tout à l'heure 8000 sur Stevenson. Pas Il d'un est mar- coup, ouais. Ouais. C'est-à-dire, ils rééditent tous les ans. Voilà, au fil du temps, c'est ça. Ben, Jargy, il travaille comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tirages à 1000, 2000 au départ, et pour pas se plomber en trésorerie, pour pas avoir à construire des hangars pour stocker, etc. C'est parce que ça paraît pas, mais ça compte aussi. Et ensuite, au fur et à mesure de leur diffusion, et notamment de leur diffusion sur festival, ils sont très présents sur festival, ils continuent et l'argent est utilisé pour permettre à d'autres auteurs de pouvoir éditer, ainsi de suite. C'est une belle maison qui est une belle aventure qui dure maintenant depuis presque une quinzaine d'années et qui fonctionne bien. C'est pour ça que ça fait partie des gens qu'on a plaisir à accueillir. Val, des projets qui débarquent? Ou tu fais une petite pause là Non, non, pas de pause. Oui, il y a des projets. Donc déjà, voilà, la sortie de Jean-Michel Border Folie, là, je vais écumer les marchés et autres événements ici en Lozère, puisque c'est quand même une BD qui parle de la Lozère. Il y a Radlab, le tome 2 qui est en cours. Il y a le deuxième tome d'Échecs et Pâtes, entre autres choses. Et puis voilà, plein d'autres petits projets pour l'instant qui sont en jachère, mais qui sont prêts. Je commence à travailler sur le scénario du tome 3 de Jean-Michel. Donc, ouais. Pourquoi tu J'en souris déjà d'avance. Le tome 2, c'est pas celui-là, il arrive très bientôt. Très bientôt, vite. ouais. Il sera là. J'aurais aimé l'avoir aujourd'hui, voilà. Il sera là au festival, les 3 et 4. Ah ouais, ça c'est impératif. De toute façon, s'il n'est pas là, Val n'est pas là. Voilà. Je Oui, pense c'est on va partir de ce principe-là. Border Folie, je vous assure, je l'ai lu, il est drôle, il y a des vraies bonnes blagues. C'est publié chez Bonaparte, pour le coup. Et puis, toujours dispo, hein, je le vois encore dans certains commerces à Florac, évidemment. Voyage avec un âne dans les Cévennes, c'est publié chez Deboré, de Juliette. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment. Merci. Et puis, hâte de te voir aussi au Festival Enemy BD dans un an ou deux, dès que Voilà, le on va nouveau dire, projet... hein, j'ai un délai là. Non, mais elle sait que c'est pas comme chez les éditeurs, elle peut venir quand elle est prête. Voilà. Merci. C'est ça qui est cool. Bon, et puis Val, t'as trop de trucs à montrer, donc voilà. Donc, Voilà, voilà, on vous retrouve sur Internet, quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Chez Bambou Édition, chez Deboré, chez Bonaparte. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt, au week-end prochain. Ah ouais, c'est sûr, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Le Festival Enemy BD, c'est donc les 3 et 4 juillet à Saint-Émilion, bien sûr. Enemy-bd.fr. Je remercie toute la régie. Il y avait Pierrette et Christian qui étaient à la régie. Il y avait Raphaël qui était là-bas derrière. Là. Merci beaucoup. Corto qui était au son. Je remercie Véro. Merci beaucoup au Petit Monde et à Tib pour leur accueil. Merci vraiment à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir. On se quitte sur rien du tout, mais en tout cas, rendez-vous les 3 et 4 juillet au festival Saint-Émilion BD Télédrague Radio Bartas. C'est trop génial quand on fait des trucs ensemble. Ciao à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. J'en ai pas pris,